Le mot hacker, on a tout de suite en tête l'image d'une silhouette encapuchonnée, n'est-ce pas? Eh bien, derrière ce cliché, il y a un monde entier, un véritable écosystème. C'est ce qu'on va explorer ensemble, on va voir ce qui se cache vraiment sous la capuche. Voilà, c'est exactement ça. L'image est iconique, presque mythique. Le loup solitaire dans sa chambre sombre, le visage éclairé uniquement par des lignes de code vert qui défilent à toute vitesse. C'est le hacker de film, le fantôme numérique de notre époque. Mais attention, l'histoire ne commence pas du tout avec le crime. Non, au contraire, ça a commencé avec de la pure curiosité, une soif de comprendre comment les choses fonctionnent. Et cette philosophie, cette envie d'explorer, elle est toujours bien vivante aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair dans cet univers, il faut commencer par identifier les différents acteurs. Et pour ça, il y a un système tout simple et très parlant, celui des chapeaux. D'abord, on a les white hats, les chapeaux blonds. On peut les voir comme les gentils, les héros de la cybersécurité. Ce sont des hackers éthiques. Leur boulot, c'est de trouver les failles de sécurité, mais ils le font légalement, avec la permission des entreprises. En gros, on les paye pour qu'ils s'introduisent dans les systèmes afin de les rendre plus forts. Et puis, à l'exact opposé du spectre, on trouve les black hats, les chapeaux noirs. Eux, leurs motivations sont beaucoup moins nobles. L'argent, l'espionnage ou même juste le plaisir de semer le chaos. Ce sont les cybercriminels au sens propre du terme. Et bien sûr, entre le noir et le blanc, il y a le gris, les grey hats. Eux, ils naviguent dans une zone d'ombre, à la fois légale et morale. Ils vont trouver des failles sans permission, ce qui, soyons clairs, reste illégal. Mais leur intention n'est pas toujours de nuire. Parfois, ils alertent l'entreprise en espérant une récompense. C'est compliqué. Mais la typologie ne s'arrête pas là. Il y a aussi les activistes qui utilisent leurs compétences pour une cause politique. Ou encore les hackers sponsorisés par des États, de véritables unités de cyberguerre. Et à l'autre bout, les script kiddies, des amateurs qui utilisent des outils qu'ils ne comprennent pas vraiment. Bon, maintenant qu'on a vu qui sont les acteurs, la question c'est comment font-ils? Quel est leur arsenal? En réalité, la plupart des attaques reposent sur quelques stratégies de base. Le plus souvent, une attaque se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est la tromperie, manipuler une personne. La deuxième, l'infection, installer un logiciel malveillant. Et la troisième, parfois, c'est la submersion, rendre un service inutilisable en le noyant sous le trafic. Prenons un exemple concret de tromperie, le phishing ou hameçonnage. C'est un classique. Imaginez la scène. Des députés allemands reçoivent un email qui a tout l'air de venir des Nations Unies. Très crédible. Mais voilà, un seul clic sur un lien dans cet email et hop, tout le réseau du Parlement allemand était compromis. Un seul clic. Ensuite, l'infection. Un des outils préférés des cybercriminels, c'est le ransomware ou rançongiciel. Le principe est simple et terrifiant. Un logiciel malveillant s'installe et crypte tous vos fichiers. Vos photos, vos documents de travail, tout devient inaccessible. Et pour récupérer la clé qui déverrouille le tout, il faut payer une rançon. Et enfin, la submersion avec les fameuses attaques DDoS. Là, c'est de la force brute. Imaginez une autoroute. L'attaquant va utiliser un réseau de milliers d'appareils piratés, ça peut être des ordinateurs, des smartphones, même des caméras connectées, pour envoyer des millions de voitures en même temps sur cette autoroute. Résultat, un embouteillage monstre et plus personne ne peut passer, le service est KO. Et tout ça, ce n'est pas juste pour s'amuser. Non, derrière ces attaques, il y a une véritable économie. Un marché noir qui brasse des milliards. Alors, on peut se poser la question, concrètement, ça vaut combien nos données personnelles pour un criminel? La réponse, elle est assez déconcertante. Sur le dark web, c'est un véritable supermarché de l'identité. Une carte de crédit avec son code, ça se vend entre 10 et 60 $. Des identifiants bancaires, ça peut monter à plus de 1000 $. Même un simple compte Gmail ou Facebook, ça a un prix. C'est notre vie numérique qui est littéralement mise en vente, pièce par pièce. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce marché est devenu ultra professionnel. On parle maintenant de crime as a service. C'est comme un abonnement. N'importe qui, même sans grande connaissance technique, peut aller sur le dark web et louer les services d'un hacker, ou louer un kit de ransomware, ou encore payer pour lancer une attaque DDoS. L'accès au cybercrime n'a jamais été aussi simple. Alors, on pourrait penser que tout ça reste virtuel. Mais c'est là qu'on se trompe. Ces attaques numériques ont des conséquences très, très réelles dans notre monde physique. Regardez ces exemples. En Finlande, une attaque a coupé le chauffage d'immeubles entiers en plein hiver. En Allemagne, près d'1 million de personnes se sont retrouvées sans Internet ni téléphone. En Estonie, c'est carrément toute l'infrastructure numérique du pays qui a été paralysée. On ne parle plus de simples désagréments là. Tout ça nous amène à une conclusion. En ce moment même, une bataille invisible fait rage. Une course à l'armement numérique qui ne s'arrête jamais. Cette citation d'un documentaire d'Arte l'illustre parfaitement. C'est comme un jeu du chat et de la souris. Les attaquants s'adaptent, les défenseurs trouvent une parade et les attaquants trouvent une nouvelle faille. C'est un cycle sans fin,
où les défenseurs sont presque toujours forcés de réagir avec un temps de retard. Et c'est ça le cœur du problème. C'est une lutte complètement asymétrique. L'attaquant, lui, n'a besoin de trouver qu'une seule porte ouverte, une seule vulnérabilité. Le défenseur, de son côté, doit protéger toutes les portes, tout le temps, 24 heures sur 24. L'attaquant n'a besoin de réussir qu'une fois. Le défenseur, lui, doit réussir à chaque fois. L'avantage est clairement du côté de l'attaquant. En 1986, ce fameux manifeste du hacker parlait de la curiosité comme d'un crime. C'était l'esprit des pionniers, l'exploration d'un nouveau monde. Aujourd'hui, cet esprit s'est scindé en deux. D'un côté, ceux qui continuent à construire et protéger, et de l'autre, ceux qui cherchent à détruire et à profiter du chaos. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans ce monde hyper connecté, où nos voitures, nos maisons, nos hôpitaux dépendent de systèmes informatiques complexes, quelles sont les vulnérabilités critiques qui sont là, sous nos yeux, mais qu'on n'a pas encore découvertes? C'est la question qui hante les nuits de tous les experts en cybersécurité.